Tomalcho nafshi, komalcho vesovori, beretzio veyoyebbi moyi. Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes. Un feuilleton en 15 épisodes conçu et animé par Olivier Gulan avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver. Réalisation sonore Judith Arfi. Bonjour Serge Brodovitch. Bonjour. Alors la dernière fois nous avons parlé du style du rabbi. Aujourd'hui une émission consacrée à la pensée du rabbi, à sa doctrine et à ses écrits. Certainement. Tout d'abord, il faut placer le rabbi dans le contexte dans lequel il se trouve, c'est-à-dire dans le contexte du judaïsme religieux et aussi en tant qu'héritier d'une grande famille du chassidisme. Alors effectivement, un rabbi, avant tout, c'est un homme qui enseigne. Et pour revenir à un sujet épineux que nous avons abordé dans le précédent volet, il serait aussi intéressant de connaître bien sa pensée que de connaître ses photos, parce que sa pensée est assez riche. Son œuvre, tout d'abord, c'est une grande œuvre épistolaire, n'est-ce pas ? On vient de publier actuellement, comme on l'a dit précédemment, sa correspondance, ou tout au moins une partie de sa correspondance. C'est un peu une tradition dans le mouvement Lubavitch. C'est un peu une tradition dans le mouvement Lubavitch, c'est même une tradition juive, mais disons qu'avec le mouvement Lubavitch, sans trop exagérer, ça atteint quand même un petit sommet dans la mesure où déjà, on sait que le rabbi précédent, d'après les recherches, a écrit 60 000 lettres, il y en a que 9 000, excusez du peu, de publiés sur 12 épais volumes. L'actuel rabbi a aussi une abondante correspondance. On a publié le 19e volume, qui couvre une période qui va jusqu'en 1958 seulement. Sa correspondance s'adresse à toutes sortes de cercles. Évidemment, les chassidim lui écrivent, il répond, mais il y a véritablement... C'est un petit peu, si je comprends bien, Serge Brodovitch, c'est un peu le système des Sheilot ou Tchouvot. Pas seulement. Le Sheilot ou Tchouvot du Moyen-Âge était cantonné, encore que le mot ne se prête pas vraiment, parce que c'est un sujet large, mais à la halakha. À la halakha pure. Le domaine du rabbi, c'est vraiment un domaine qui déborde véritablement la halakha. Ça va dans les sujets laïques, ça va dans toutes sortes de sujets, ça parle de mathématiques, de physique, de toutes sortes de sujets fondamentaux, d'éthique. Notamment la palette de ses interlocuteurs, si l'on peut dire, de ses correspondants plutôt. On voit, il y a Wiesel, il y a Ben Gurion, il y a Baba Saleh, il y a beaucoup de... Et puis il y a tout un chacun. Il y a tout un chacun. Est-ce que ça veut dire qu'on peut écrire au rabbi et être assuré d'une réponse ? Ces derniers temps, c'est beaucoup plus difficile. Il faut avouer que le rabbi a probablement moins le temps à notre époque d'écrire des longues lettres. Il y a dans son œuvre des lettres de plusieurs pages, parfois 10-20 pages. Et effectivement, le rabbi maintenant est beaucoup plus occupé, disons, ne serait-ce que parce qu'il est infiniment plus sollicité par la communauté. Vous voulez dire qu'il fut un temps où un simple particulier que le rabbi ne connaissait pas pouvait écrire, raconter ses problèmes. J'ai même en mémoire la réponse assez longue que le rabbi a faite à une petite fille d'une école juive qui posait au rabbi le problème du libre arbitre. Et le rabbi répond longuement à cette petite fille qui, d'après la lettre, a 9 ans. Et le rabbi lui écrit une longue lettre sur le sens du libre arbitre d'après le judaïsme. Ce qui veut dire que chez le rabbi, il n'y avait pas de sélection ni quant à l'appartenance idéologique ou éthique ou religieuse. Il y a même des lettres qui ont été écrites à des non-juifs, effectivement. Donc ça caractérise quand même un certain éclectisme du rabbi et son ouverture vers l'extérieur. Alors ça c'est partie intégrante en fait d'une autre idée globale, d'une autre conception globale, qui est celle de l'enseignement du rabbi, qui est le fait de diffuser le judaïsme à travers le monde entier, à travers tous les cercles qu'il n'a pas atteints. Chacun sait que les Lubavitch sont qualifiés de missionnaires dans la mesure où, dans la communauté, bien qu'actuellement ils ne soient plus les seuls, mais ils ont été probablement les premiers à s'ouvrir et à apporter le judaïsme à l'extérieur. Maintenant, encore une fois, je le dis, ils ne sont plus les seuls. Dieu merci, ça a fait école, mais c'est la profession de foi du rabbi, désignée par ce fameux terme Ufaratsta, qui est la bénédiction adressée à Yaakov, tu t'étendras. Alors on aura l'occasion d'ailleurs de revenir au cours de la prochaine émission, du prochain épisode de ce feuilleton sur la diffusion du mouvement, la diffusion de la pensée Lubavitch, sur ses succès dans le monde entier.
Alors, donc la pensée du rabbi, donc ce sont ces lettres, mais ce sont également, j'imagine, d'autres écrits. Alors, ce sont d'autres écrits. Nous parlions dans la précédente émission des Farbrengen. C'est dans les Farbrengen que les enseignements ont été véritablement transmis. Le Farbrengen, c'est le moment où le rabbi enseigne. Ces Farbrengen ont été par la suite. Alors il faut dire qu'aucune parole du rabbi ne reste sans être enregistrée ou immédiatement diffusée. Il y avait une époque où ça se faisait de façon très artisanale. Maintenant, chaque fois que le rabbi intervient, il y a un caméscope qui est ouvert, les magnétophones sont ouverts, tout est immédiatement tapé à la machine ou enfin sur ordinateur maintenant, retransmis par fax aux quatre coins du monde. Et cela a donné lieu, en fait, depuis le nombre d'années que le rabbi enseigne dans ses Farbrengen, à 28 volumes de commentaires qui sont publiés sous forme de commentaires thématiques de la paracha de la semaine et des fêtes. Alors c'est une œuvre assez abondante. Et peut-être qu'on reviendra dans le deuxième volet de cette présente émission sur un de ces aspects qui est l'explication de Rashi. Quand le rabbi parle ou écrit, il s'exprime en yiddish en général. Il s'exprime en yiddish. C'est un yiddish auquel il faut s'habituer. C'est pas le yiddish qu'on parle traditionnellement dans les parties de Rami, il faut le dire tout de suite. C'est un yiddish talmudique, c'est le yiddish lituanien. Émaillé de nombreuses expressions hébraïques, talmudiques, didactiques et de nombreux idiomes parce que la chassidoute Lubavitch parle énormément par idiome. Et c'est assez difficile à s'habituer. Moi-même, personnellement, qui est d'origine ashkénaze et qui parlait yiddish depuis que j'étais petit, j'ai eu énormément de mal. Ça m'a pris plusieurs années à m'habituer au yiddish très très talmudique et très didactique que le rabbi parle. Ça n'empêche pas de parler d'autres langues. Il s'est parfois adressé en français, comme on l'a vu. Mais enfin, dans les Farbrengen, il parle en yiddish, effectivement. Alors, ces Farbrengen sont immédiatement mémorisés. Il y avait une époque et surtout à notre époque, où le rabbi n'intervient pratiquement dans les Farbrengen que le Shabbat et où les micros sont interdits de séjour. Il y a des spécialistes autour du rabbi qui sont capables de mémoriser des heures entières de Farbrengen et qui immédiatement après le Shabbat sont immédiatement disposés à coucher tout sur papier. Alors qu'est-ce qui transparaît essentiellement à travers ces Farbrengen, d'abord, ces lettres Ces lettres, il faut savoir que le rabbi a une conception du judaïsme qui est, je dirais pas absolutiste, loin de là, parce que c'est un terme qui est très entaché, mais qui est très absolu. Le judaïsme, pour le rabbi, n'est pas à relativiser. Tous les concepts du judaïsme sont actuels, même si dans leur application pratique, ils ne trouvent pas de concrétisation. J'évoque par exemple les sacrifices ou d'autres concepts de ce genre. Pour le rabbi, le vrai sucre de la Torah, la véritable substance de la Torah, c'est de penser que cette Torah n'est pas à relativiser, que dans ses moindres aspects, dans ses moindres concepts, elle est absolue, et que ce qui se disait il y a des siècles dans la bouche des sages est toujours valable à notre époque. Je pense que c'est là la clé probablement de sa réussite, de la réussite de son entreprise dans la diffusion du judaïsme, c'est de présenter un judaïsme qui n'est pas dilué, c'est de présenter un judaïsme qui n'est pas épuré, et de faire comprendre aux gens que le judaïsme qu'ils doivent embrasser, en quelque sorte, auquel ils doivent se conformer, n'est pas un judaïsme adapté aux circonstances et au contexte de chacun, mais qu'il faut faire que la Torah nous investisse telle qu'elle est, et non pas telle que nous sommes disposés à la recevoir. Alors une conception absolue, certes, mais en même temps, la pensée du rabbi s'inscrit dans la longue lignée de la pensée chassidique, et donc c'est une pensée également, une pensée chaleureuse. C'est une pensée chaleureuse. Le rabbi, de par sa personnalité, de par ses notes d'humour, de par son caractère enjoué, est véritablement un héritier du Baal Shem Tov, dans la mesure où le rabbi refuse strictement, mais alors véritablement strictement, l'ascétisme. Il demande à ses chassidismes de ne pas s'astreindre à des jeunes. Le rabbi a en horreur la mortification. Et lui-même a une vie tout de même un petit peu ascétique. Et oui, alors lui, de ce côté, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, parce que le rabbi jeûne énormément, ça on le sait, mais il demande aux chassidim de ne pas en faire autant. Et on voit des lettres où le rabbi tense véritablement avec intensité des gens qui se vantent de s'astreindre à des jeunes, et le rabbi les tense vertement en leur disant qu'il ne leur permet pas de porter atteinte à leur santé. Le rabbi veut des gens sains, de corps et d'esprit, et la santé du corps pour le rabbi est quelque chose de très important, dans la mesure, et on le voit également, dans la mesure où il se refuse jamais à donner des
à donner des conseils de santé aux gens, et où en fait les conseils qu'il donne ne se limitent pas simplement au domaine spirituel, comme ce fut le cas pendant des générations des maîtres du judaïsme. Bien, alors je vous propose, Serge Brodovitch, de poursuivre cette conversation après la traditionnelle pause musicale. La pause musicale, maintenant, c'est le Mahamar. On dira un petit peu quelque chose du Mahamar dans le prochain volet de cette émission. Le Mahamar, c'est un texte de chassidisme très dense qui est récité par cœur et improvisé par le rabbi au moment du Farbrengen. Il est précédé d'un chant rituel et qui annonce ce Mahamar, et c'est ce qu'on va écouter. Meses van Eretz Mitzrayim rennen niflois. Maar de Pirush Apostel bekosavis doch avise gewende Gejula. Bishas is jes Mitzrayim azeve zijn in de Gejula asido. Bemede beyamenu mamish alle de Mishiach zitkenu. Der Teich demut sein der Linie von rennen niflois, wie sie gewend Bishas is jes Mitzrayim. Du in Ruf in de Dik habe seine Nisene, was bringen auf die Scheile von Seher. Was so, ki Meitzes verloschen Rabbim, fragt ab der Ruf in Seher, was sagt sie, Meiloschen Rabbim, die jetzt Mitzrayim, es gewinnt bei jedem Mechad, wie man sagt, es hayem, asche Yotzosam in Mitzrayim. Und das sehe ich, et laman Prisker, es jem Zescho, meres Mitzrayim kol Yemechayecho, echet jem Zescho, Loschen Jochit. Ich hätte ja du, was mir sagt, rennen die Flois. Was halt bisher kommt zur Cheis. Als dem Nigula Hasidim mehr nicht, wie Kemeizes Chameres Mitzrayim. Was hier damit gewähnt, rennen die Flois. Benele kommt zur davon, Ares Asile, Mathe, Madrego. Für Kemeizes Chameres Mitzrayim. Wie bald da Dosse gewähnt, der Aschol und gehabt in sich die alle Protein. Was hat da rennen die Flois Bigulo Achareino, Bishas me weiß doch. Alors, Serge Brodovitch, quelques mots sur le contenu du Mahamar. Alors, le Mahamar, ce n'est pas un concept nouveau chez le Rabbi de Lubavitch. Lorsque le Baal Shem Tov a commencé à diffuser ses enseignements, il disait de courts enseignements, très concis, très difficiles à comprendre parce qu'ils étaient très denses et qu'ils demandaient un très grand investissement intellectuel pour peu de mots. Peu à peu, le chassidisme s'est développé. On pense un petit peu au Pirkei Avot. On pense un peu à la Mishnah, effectivement, dans son caractère concis, qui n'a pas pu ne pas être développé par le Talmud par la suite. Plus tard, effectivement, le chassidisme Chabad, lui, par le fait que sa profession de foi, c'est d'investir les domaines de la raison, de la conception divine, le chassidisme Chabad a été beaucoup plus loin dans ce domaine, et les Mahamarim des rabbis de Lubavitch sont quelque chose de beaucoup plus élaboré, donc quelque chose de beaucoup plus long. Le Mahamar se présente sous la forme d'un texte improvisé par le rabbi, d'explication, avec en exergue une entrée qui est la citation d'un passage de la prière, du Talmud ou de la tradition juive. Alors un Mahamar, ça peut durer 10 minutes, et puis on a vu le rabbi réciter un Mahamar qui dure 1 heure, par exemple, qui est totalement improvisé. Alors c'est dans les Mahamarim véritablement qu'on trouve la densité de l'enseignement chassidique chez Chabad.
Serge Brodovitch, vous disiez, vous avez dit à plusieurs reprises d'ailleurs que le rabbi s'inspirait beaucoup de la pensée du Baal Shem Tov, ce qui est bien normal, puisque le Baal Shem Tov, on le rappelle, est le fondateur du chassidisme. Mais est-ce que parmi les inspirateurs du rabbi, il y a d'autres gens dans le passé, mais également dans le présent? Est-ce que le rabbi est en contact sur le plan intellectuel ou a été en contact avec un certain nombre d'autorités spirituelles? Au risque de vous décevoir, je dirais assez peu. Le rabbi fait très peu référence en tout cas à des personnalités actuelles. Il y a eu, en dehors des rabbis de Lubavitch et des maîtres du chassidisme qui l'ont beaucoup inspiré, il y a eu des maîtres traditionnels du judaïsme, même lituanien. Il y avait, surtout en ce siècle, un très très grand maître du judaïsme, un très grand cerveau intellectuel qui s'appelait Rabbi Yosef Rosin, qu'on appelait le savant, le Gaon de Ragachover. Le rabbi fait énormément référence à lui. En dehors de cela, le rabbi, je dois avouer, comme disent les Américains, self-sufficient. Je dois avouer qu'en dehors de ça et la tradition juive la plus traditionnelle, il ne fait pas beaucoup de références. En dehors, je veux dire, véritablement de la tradition juive. Ça me permettra d'introduire un objet de passion pour le rabbi qui est Rashi. Rashi a toujours passionné le rabbi. Depuis le décès de sa mère en 1963, le rabbi a commencé lors des Farbrengen à une coutume qu'il a poursuivie pendant plusieurs décennies, à savoir qu'à chacune de ses interventions, il expliquait un commentaire de Rashi. Ça a donné véritablement une œuvre gigantesque. Le rabbi traque véritablement la pensée de Rashi jusqu'au moindre recoin. Rashi, la profession de foi de Rashi est de ne donner que le sens littéral de la Torah, au point que sur le point de vue halachique, le texte de Rashi et celui de la Torah sont presque équivalents. C'est long à expliquer, mais on peut déjà voir que Rashi est un des seuls commentateurs qui n'a pas écrit d'introduction à son commentaire, ce qui prouve bien que son commentaire colle littéralement au texte. Et le rabbi a coutume de poser des questions sur les commentaires de Rashi, qui souvent appellent plus de questions qu'ils n'en résolvent. Et ça a donné une œuvre immense, puisque le rabbi traque Rashi d'une façon très très rigoureuse. Et la profession de foi du rabbi dans ce domaine, c'est non seulement que Rashi a un très grand contenu du point de vue du sens littéral et de l'exégèse pure, mais qu'il a aussi un contenu spirituel et kabbalistique très très profond, sur lequel le rabbi ne manque jamais de conclure ses interventions sur Rashi. Alors ça, c'est ceux qui veulent se documenter là-dessus peuvent lire ces fameuses sirotes, ces interventions du rabbi, et véritablement, il y a une grande matière à expliquer Rashi dans cette œuvre. Serge Brodovitch, avant de conclure, une question, ma dernière question sur cette pensée du rabbi, et je voudrais que vous répondiez de la façon la plus complète possible. Nous allons étudier, nous allons en parler la prochaine fois de la diffusion du mouvement Lubavitch, de ses succès, de ses grands succès à travers le monde. Il y a un aspect, je dirais, pratique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Lubavitch dans le monde, que ça se passe bien, que la diffusion de la pensée Lubavitch se fait, et de la doctrine Lubavitch se fait d'une façon efficace. Il y a donc un aspect de communication, d'efficacité. Mais il y a aussi, je pense, un certain nombre de raisons qui tiennent à la pensée même du rabbi. Qu'est-ce qui, dans sa pensée, fait que finalement le rabbi de Lubavitch connaît un si grand succès dans le monde et si apprécié au sein des communautés orthodoxes, et pas seulement des communautés orthodoxes? Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel dans sa pensée? Exceptionnel, je ne veux pas me lancer dans l'évocation de superlatifs superposés. Je veux simplement dire que les gens qui côtoient le rabbi ont tous une impression commune, qu'il s'agisse de juifs religieux, laïcs, orthodoxes ou de tous les milieux, et même de non-juifs, parce que certains non-juifs vont aussi voir le rabbi de Lubavitch. Je dois dire que ceux qui côtoient le rabbi s'aperçoivent d'une chose, qu'ils soient ou non convaincus, et on l'a vu avec le témoignage de Géoula Cohen précédemment, les gens qui côtoient le rabbi voient que c'est un homme qui leur veut du bien. C'est pas un homme qui est là pour vendre une marchandise, c'est un homme qui croit profondément dans ce qu'il fait, et il est évident que lorsqu'on a affaire à un homme, à une personne du moins, dont on sait qu'elle nous veut du bien, par-delà la différence des convictions... On pourrait dire cela d'un grand nombre de maîtres du judaïsme, bon, alors, passé et présent. Il faut que je complète effectivement cette réponse en disant que, d'abord, la Torah n'est pas une conviction qu'un juif doit acquérir, c'est quelque chose qu'un juif doit révéler en lui, et que par conséquent on trouve en chaque juif en qui on diffuse de la Torah un terrain déjà propice. Ce n'est pas simplement une idée politique dont il faut faire un nouvel adepte. Et c'est probablement, ça tient probablement au chassidisme et à sa façon d'aller au fond des choses, la façon de trouver le bon mot pour le beau contexte, la bonne parole pour la bonne situation, qui fait que les juifs se sentent chez eux
dans les enseignements du Rabbi Lubavitch. Ce qui fait que, parce que les Juifs, dans leur contexte, et Dieu sait qu'il y a pratiquement autant de contextes intellectuels, moraux et spirituels que de membres du peuple juif, peut-être que chaque personne qui a adhéré, si on peut dire, à ces idées, qui a été touchée, même pas convaincue nécessairement, mais qui a été touchée, a vu résonner en elle, dans son propre contexte, les paroles du Rabbi Lubavitch, et je pense que ça tient à ça. Donc ce que vous êtes en train de nous dire finalement, c'est que ce qui compte, c'est pas tellement d'inventer une nouvelle doctrine, c'est surtout de bien enseigner la Torah. C'est de bien enseigner la Torah. Il ne s'agit pas de vendre, mais véritablement de convaincre de ce que la Torah est véritablement notre patrimoine. Serge Brodovitch, je vous remercie. C'était Lubavitch, le Rabbi, le mouvement et les hommes, un feuilleton en 15 épisodes avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver.